Avez-vous déjà connu cette personne qui disparaît soudainement quand les choses deviennent trop émotionnelles? Ou peut-être êtes-vous cette personne qui préfère garder ses sentiments bien enfermés, comme un trésor qu'on cache? Ce n'est pas un hasard, ni un simple trait de caractère. C'est beaucoup plus profond, et comprendre ce mécanisme pourrait transformer vos relations pour toujours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi certaines personnes semblent incapables d'exprimer ce qu'elles ressentent vraiment, et comment ce silence émotionnel affecte leur vie entière sans qu'elles le réalisent. Ce que vous allez apprendre changera peut-être votre façon de voir des comportements qui vous ont toujours frustré. Commençons par une vérité surprenante. Les personnes qui expriment le moins leurs émotions sont souvent celles qui ressentent le plus intensément. C'est comme une casserole sous pression. Plus la chaleur intérieure est forte, plus le couvercle doit être maintenu fermement. Ces personnes qu'on appelle évitantes ne sont pas froides ou indifférentes, bien au contraire. Elles sont hypersensibles aux émotions, mais ont appris à les cacher comme un réflexe de protection. Dans la vie quotidienne, ce schéma se manifeste de façon subtile, mais révélatrice. Observez comment certaines personnes changent brusquement de sujet quand la conversation devient personnelle. Remarquez ce corps qui se raidit quand on aborde des sujets plus intimes. Écoutez ces réponses remplies de faits et d'analyses quand on demande un ressenti. Notez ces disparitions temporaires après des moments de grande proximité émotionnelle. C'est comme si ces personnes avaient un détecteur de fumée émotionnelle ultra sensible. À la moindre trace d'émotion forte, l'alarme sonne et le système d'extinction s'active automatiquement. Le plus déroutant dans ce comportement, c'est sa nature contradictoire. Comment quelqu'un peut-il tenir à vous tout en s'éloignant? Comment peut-on ressentir profondément mais rester silencieux? Pour comprendre cette énigme, il faut remonter à la source, aux racines de ce comportement si particulier. Personne ne vient au monde en refusant d'exprimer ses émotions. Ce comportement s'apprend, et généralement très tôt dans la vie. Imaginons un instant un enfant qui pleure ou exprime sa colère. Si cet enfant reçoit constamment des messages comme « les grands garçons ne pleurent pas »,« ne sois pas si sensible »,« arrête ton drame », ou pire, s'il fait face à des parents qui s'énervent, s'éloignent ou punissent l'expression émotionnelle, que se passe-t-il dans son cerveau en développement? Il apprend une leçon simple mais profonde. Mes émotions créent des problèmes. Elles font fuir les gens que j'aime. Elles me mettent en danger. Le message s'imprime clairement. Se taire est plus sûr que s'exprimer. Cette adaptation est similaire à l'apprentissage de ne pas toucher un four chaud. Une fois brûlé, on évite instinctivement de s'approcher à nouveau. Le cerveau fait simplement son travail, protéger la personne de ce qu'il perçoit comme un danger. Et voilà comment s'installe un cercle vicieux implacable. Moins on pratique l'expression émotionnelle, moins on développe les compétences pour le faire. C'est comme un muscle qui s'atrophie par manque d'utilisation. Avec le temps, certaines personnes perdent même le vocabulaire pour décrire précisément ce qu'elles ressentent. Au-delà de ces expériences de l'enfance, d'autres facteurs peuvent renforcer ce comportement. La culture joue un rôle significatif. Certaines sociétés valorisent la retenue émotionnelle comme signe de maturité. Les attentes liées au genre peuvent également peser lourd avec cette idée persistante que les hommes doivent être forts et ne pas montrer de vulnérabilité. Des expériences traumatisantes à l'âge adulte peuvent aussi renforcer ces schémas. Imaginez quelqu'un qui s'est ouvert émotionnellement et a été trahi, humilié ou rejeté suite à cette vulnérabilité. La conclusion semble évidente. J'avais raison depuis le début. S'exprimer est dangereux. Derrière ce masque de calme ou d'indifférence se cache une réalité bien différente. Contrairement aux apparences, l'intérieur d'un évitant n'est pas un désert émotionnel paisible. C'est souvent une tempête invisible aux autres. Imaginez la scène un instant. Votre partenaire, ami ou parent évitant, semble détaché, presque indifférent face à une situation émotionnellement chargée. Son visage reste neutre, sa voix stable.
Mais si vous pouviez voir à l'intérieur de sa tête, vous découvririez un chaos de pensées contradictoires. Je ressens quelque chose de fort, mais je ne sais pas quoi exactement. Si je montre ce que je ressens, on va me juger, m'abandonner. Je devrais dire quelque chose, mais quoi? Comment? Si je commence à parler, je vais peut-être perdre le contrôle. C'est plus simple de ne rien dire, de ne rien montrer. Cette bataille intérieure constante épuise silencieusement. C'est comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Cela demande une énergie considérable que personne ne voit. La vulnérabilité, pour un évitant, n'est pas simplement inconfortable. Elle est perçue comme véritablement dangereuse. Leur système nerveux réagit à la perspective de s'ouvrir émotionnellement comme s'il s'agissait d'une menace physique imminente. Voilà pourquoi une simple question comme « Qu'est-ce que tu ressens ?» peut déclencher la même réponse physiologique qu'un « Attention, danger ». Le système nerveux ne fait pas de distinction subtile entre différents types de menaces. Cette réaction physiologique est la même que celle qui se déclenche face à un danger physique. Augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, respiration plus rapide, afflux d'adrénaline. L'évitant peut alors ressentir une véritable anxiété, une envie de fuir ou de se fermer complètement, des réactions qui semblent disproportionnées pour l'observateur extérieur, mais qui sont bien réelles pour la personne qui les vit. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après des années à déconnecter des émotions, les évitants ne savent souvent même pas ce qu'ils ressentent avec précision. Cette difficulté à identifier et nommer ses propres sentiments, parfois appelée alexithymie, complique encore davantage l'expression. Comment expliquer une couleur que vous ne pouvez pas voir clairement vous-même? Cet état crée une forme particulière de confusion interne. Une personne évitante peut ressentir un malaise physique, tension dans la poitrine, nœud à l'estomac, fatigue soudaine, sans réaliser que ces sensations sont liées à des émotions non identifiées. Elle peut savoir qu'elle se sent mal ou pas bien, sans pouvoir préciser s'il s'agit de tristesse, de colère, de peur, de honte ou d'un mélange complexe de plusieurs émotions. Cette déconnexion entre le ressenti physique et la conscience émotionnelle rend l'expression presque impossible, même avec la meilleure volonté du monde. Ces mécanismes de protection, aussi efficaces soient-ils pour éviter la douleur émotionnelle à court terme, ont un coût énorme dans la vie quotidienne. Dans les relations amoureuses, cela crée ce schéma si déroutant de rapprochement-éloignement que beaucoup connaissent bien. Dès que l'intimité s'approfondit, le système d'alarme interne se déclenche. La personne évitante crée alors de la distance, souvent par des comportements subtils. Soudaine indisponibilité, focalisation excessive sur le travail, critique inexplicable, réticence à faire des projets ou silence prolongé. Le partenaire se retrouve complètement désorienté. Tout allait bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme danser avec quelqu'un qui avance, puis recule sans prévenir, sans explication. Ce cycle de rapprochement-éloignement suit généralement un modèle prévisible, bien que troublant. Dans les premiers temps d'une relation, l'évitant peut sembler parfaitement à l'aise avec l'intimité. C'est que le niveau d'engagement et d'intimité reste superficiel, donc non menaçant. Puis, à mesure que la connexion s'approfondit et que les attentes d'ouverture émotionnelle augmentent, les mécanismes de protection s'activent. Le partenaire non évitant, sentant cet éloignement, réagit souvent en essayant de se rapprocher davantage, ce qui ne fait qu'amplifier le besoin de distance de l'évitant. Cette dynamique peut se répéter pendant des années, créant une instabilité relationnelle épuisante pour les deux parties. Le même schéma se reproduit dans les amitiés, où les évitants peuvent être des amis loyaux et présents jusqu'à ce que la relation devienne trop profonde ou que leur ami traverse une crise qui demanderait un soutien émotionnel substantiel. C'est précisément à ces moments qu'ils disparaissent temporairement, créant cette impression d'abandon justement quand on a le plus besoin d'eux. Dans ces situations, l'évitant peut se sentir véritablement dépassé par l'intensité émotionnelle de l'ami en détresse. Face à la souffrance de l'autre, ses propres émotions refoulées risquent de remonter à la surface, créant une résonance émotionnelle insupportable.
Ne sachant pas comment gérer ce double flux émotionnel, celui de l'ami et le sien, l'évitant préfère s'éloigner physiquement ou émotionnellement. Paradoxalement, c'est souvent quand il voudrait le plus aider qu'il se retrouve le plus incapable de le faire. Au travail, le tableau est tout aussi révélateur. Derrière cette image projetée de compétence et de calme, se cache généralement une anxiété profonde liée à la performance et aux interactions sociales. Les évitants excellent souvent dans les tâches indépendantes, mais peuvent lutter considérablement dans les situations qui demandent une intelligence émotionnelle visible et partagée. Cette difficulté devient particulièrement évidente dans les positions de leadership, où la gestion des émotions des autres fait partie intégrante du rôle. Un leader évitant peut exceller dans les aspects techniques ou stratégiques, mais peiner à construire des relations authentiques avec son équipe. Il peut éviter les conversations difficiles, avoir du mal à donner des retours constructifs ou sembler distant lors des moments qui demanderaient une présence émotionnelle engagée. Cette distance peut être interprétée comme un manque d'intérêt ou de considération, alors qu'elle masque souvent une profonde insécurité sociale. L'ironie de cette situation? Ces personnes souffrent fréquemment d'une profonde solitude paradoxale. Elles sont physiquement entourées, mais jamais vraiment vues, pour qui elles sont véritablement, puisqu'elles ne se montrent jamais complètement. Cette solitude est particulièrement douloureuse car elle semble auto-infligée. Elles désirent intensément la connexion, mais activent elles-mêmes les mécanismes qui l'empêchent. C'est comme être affamé devant un festin, mais ne pas pouvoir tendre la main pour se nourrir. L'évitant ressent profondément ce besoin humain fondamental de connexion, mais les risques perçus semblent trop grands. Cette faim relationnelle jamais vraiment assouvie crée une forme particulière de souffrance, celle d'être entouré mais fondamentalement seul, de désirer mais de ne pas pouvoir recevoir, d'avoir besoin mais de ne pas savoir comment demander. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que le changement est possible, même s'il demande du temps et de la patience. La première étape, peut-être la plus libératrice, est de reconnaître ce schéma sans vous juger. Ce n'est pas votre faute. Votre cerveau a développé ces mécanismes pour vous protéger. Ils ont probablement été utiles, voire nécessaires, à un moment de votre vie. Cette autocompassion est fondamentale. Beaucoup d'évitants se sentent profondément inadéquats ou défectueux en raison de leur difficulté à exprimer leurs émotions. Comprendre que ces mécanismes sont des adaptations des stratégies de survie émotionnelle permet de passer de la honte à la curiosité, du jugement à la compréhension. Cette perspective change tout. Au lieu de se voir comme quelqu'un qui a un problème, on peut se voir comme quelqu'un qui a développé une stratégie d'adaptation qui ne sert plus son bien-être actuel. L'erreur classique serait de vouloir passer du silence total à l'expression complète d'un coup. Ce serait comme demander à quelqu'un qui n'a jamais couru de compléter un marathon sans entraînement. Une recette parfaite pour l'échec et le découragement. Les petits pas sont la clé. Commencez par un journal émotionnel privé où vous écrivez ce que vous ressentez sans que personne ne le lise. Utilisez des phrases simples. Aujourd'hui, j'ai ressenti. Si les mots vous manquent, servez-vous d'une liste d'émotions comme référence. Cette pratique d'identification émotionnelle peut sembler étrangement difficile au début. Vous pourriez vous retrouver à fixer la page blanche, incapable de nommer ce que vous ressentez. C'est normal. Des décennies de déconnexion émotionnelle ne se résolvent pas en quelques jours. Persistez avec patience. Même des descriptions vagues comme « je me sens mal » ou « je me sens bien » constituent un début. Progressivement, votre vocabulaire émotionnel s'enrichira, permettant des nuances plus précises. Une autre approche consiste à utiliser ce qu'on pourrait appeler la technique du thermomètre. Au lieu d'identifier précisément l'émotion, notez simplement son intensité de 1 à 10. C'est déjà reconnaître que quelque chose se passe en vous, une première étape importante. L'expression indirecte peut également ouvrir des portes. Partagez ce que vous ressentez à travers des chansons, des films ou des livres qui vous touchent. Cette chanson exprime bien ce que je ressens parfois
est déjà une forme d'expression émotionnelle. L'aspect physique des émotions peut aussi servir de porte d'entrée. Remarquez où et comment votre corps réagit dans différentes situations. Cette tension dans votre poitrine quand vous êtes anxieux, cette légèreté dans vos épaules quand vous êtes soulagé, cette chaleur dans votre visage quand vous êtes gêné. En reconnectant avec ces sensations physiques, vous commencez à reconstruire le pont entre le corps et les émotions. Pour pratiquer en toute sécurité, choisissez d'abord la personne la moins menaçante de votre entourage. Étonnamment, c'est souvent plus facile avec quelqu'un de moins proche émotionnellement, justement parce que les enjeux semblent moins importants. Créez votre propre espace de sécurité émotionnelle en identifiant les conditions qui vous permettent de vous sentir suffisamment à l'aise. Peut-être préférez-vous parler en marchant plutôt qu'en face à face, ou écrire plutôt que parler. Un aspect sous-estimé de ce processus est l'importance d'apprendre à tolérer l'inconfort émotionnel. Pour l'évitant, les émotions fortes, même positives, peuvent déclencher une réaction d'évitement automatique. Pratiquer la pleine conscience peut aider. Observez l'émotion sans la juger. Ressentez-la dans votre corps sans chercher immédiatement à l'évacuer. Progressivement, vous découvrirez que les émotions sont comme des vagues. Elles montent, atteignent un pic, puis redescendent naturellement si on ne les combat pas. Rappelez-vous constamment que le changement prend du temps. Le cerveau a mis des années à construire ses protections. Il ne les abandonnera pas en un jour ou même en un mois. Chaque petit pas compte et mérite d'être célébré. Et surtout, ne cherchez pas la perfection. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui exprime tout le temps, mais de gagner en liberté. La liberté de choisir quand et comment vous exprimer, plutôt que d'être prisonnier d'un schéma automatique. Maintenant, si vous êtes proche d'une personne évitante, vous vous demandez probablement comment l'aider sans la faire fuir. La règle d'or, à ne jamais oublier, la pression empire toujours la situation. Demandez « dis-moi ce que tu ressens ». À répétition est comme appuyer sur une blessure pour vérifier si elle fait mal. Ça ne fait qu'augmenter la douleur et renforcer la résistance. Cette insistance, bien qu'elle parte d'une intention positive, confirme paradoxalement la croyance profonde de l'évitant. Si je m'ouvre, je serai envahi, contrôlé ou submergé. Plus vous poussez, plus il se retranche. C'est contre-intuitif, mais parfois, créer de l'espace est plus efficace que chercher la proximité à tout prix. Créez plutôt cet espace sécurisant, où l'expression est possible, mais jamais forcée. Commencez par valider leur façon d'être. Je comprends que parler de sentiments n'est pas facile pour toi, et c'est OK. Proposez sans imposer. Si tu veux en parler, je suis là. Si tu préfères ne pas le faire, je respecte ça aussi. Quand il s'ouvre, même un peu, montrez de l'appréciation sans exagération. Un simple « merci de m'avoir dit ça » suffit souvent et fait des merveilles. Une stratégie particulièrement efficace consiste à utiliser la communication parallèle. Au lieu de demander directement ce qu'ils ressentent, partagez vos propres émotions sans attendre de réciprocité. Je me sens émotion à propos de situation. Cette approche modélise l'expression émotionnelle sans créer d'attente ou de pression. Elle montre aussi que partager peut être sécuritaire. Vous vous êtes exposé et rien de catastrophique ne s'est produit. Le choix des mots est crucial dans ces interactions. Évitez absolument les phrases comme « Pourquoi tu ne me dis jamais ce que tu ressens ?» Swing. Tu es tellement froid, distant, ou « si tu m'aimais vraiment, tu te confierais à moi ». Ces expressions, bien que compréhensibles dans un moment de frustration, ne font que confirmer leurs peurs les plus profondes. Privilégiez plutôt des approches comme « J'ai remarqué que tu es plus silencieux depuis notre discussion. Ça va ?» Component placement, je me demandais ce que tu penses de swing ou je me sens émotion et je voulais juste te le dire, sans attendre de réponse particulière. La patience est essentielle. L'évitant teste constamment, souvent inconsciemment, si l'environnement reste sécuritaire quand il s'ouvre un peu plus. Un petit partage aujourd'hui, s'il est bien accueilli,
pour amener à une ouverture légèrement plus grande dans quelques semaines. C'est un processus graduel de construction de confiance qui ne peut pas être précipité. La partie peut-être la plus délicate reste de trouver cet équilibre entre respecter leur rythme et maintenir vos propres limites. Il est parfaitement légitime d'avoir besoin d'une certaine expression émotionnelle dans une relation. L'art consiste à trouver ce juste milieu entre patience et respect de vos besoins personnels. N'oubliez jamais que leur silence n'est pas un rejet. C'est souvent, paradoxalement, leur façon de rester dans la relation malgré leur peur intense de la perdre. Cette compréhension n'implique pas d'accepter une relation qui ne répond pas à vos besoins fondamentaux. Vous pouvez avoir de la compassion pour leur lutte tout en reconnaissant vos propres limites. Il est possible, et parfois nécessaire, de dire « Je comprends que l'expression émotionnelle est difficile pour toi, et je respecte ton rythme. En même temps, j'ai besoin d'un certain niveau de partage émotionnel dans mes relations proches. Comment pouvons-nous trouver un équilibre qui respecte nos deux réalités ?» L'expression émotionnelle ressemble à un muscle qui se développe progressivement avec le temps et la pratique régulière. Pour quelqu'un qui a passé des années, parfois des décennies, à supprimer ses émotions, chaque petit mot partagé représente une victoire significative, même si cela peut sembler insignifiant vu de l'extérieur. Comprendre ce mécanisme change fondamentalement la perspective. Pour les évitants, cela transforme la honte « je suis défectueux » en conscience « mon cerveau essaie de me protéger, mais je peux apprendre différemment ». Pour leurs proches, cela transforme la frustration « il, elle ne veut pas s'ouvrir à moi » en compréhension. C'est difficile pour lui, elle, pas contre moi. Ce chemin vers l'expression n'avance jamais en ligne droite. Il y aura inévitablement des avancées et des reculs, des moments d'ouverture surprenantes suivis de périodes de fermeture qui sembleront décourageantes. C'est normal et même attendu dans ce processus. Les rechutes ne sont pas des échecs. Elles font partie intégrante du chemin de guérison. Chaque fois que l'évitant revient à ses schémas de protection après une période d'ouverture, il apprend quelque chose de nouveau sur ses déclencheurs et ses besoins. La bonne nouvelle dans tout cela? Plus on pratique l'expression émotionnelle dans un contexte sécurisant et bienveillant, plus elle devient possible. Le cerveau, dans sa remarquable plasticité, peut graduellement apprendre que partager ses émotions ne mène pas nécessairement au rejet ou à la douleur qu'il avait anticipée. De nouvelles connexions neuronales se forment, créant progressivement des chemins alternatifs à la réponse automatique d'évitement. L'objectif réaliste n'est pas de transformer un évitant en quelqu'un qui exprime spontanément tout ce qu'il ressent. L'objectif est plutôt de permettre une connexion plus authentique qui respecte qui ils sont fondamentalement, tout en leur offrant la possibilité de vivre des relations plus satisfaisantes et moins solitaires. Il s'agit d'élargir leur répertoire émotionnel, d'augmenter leur liberté de choix, et non de nier leur tempérament naturel ou leurs préférences. Cette évolution peut transformer profondément non seulement leurs relations, mais leur rapport à eux-mêmes. Beaucoup d'évitants découvrent, en s'ouvrant progressivement, des parties d'eux-mêmes qu'ils avaient enterrées depuis si longtemps qu'ils les avaient oubliées. Cette reconnexion avec leur paysage émotionnel complet peut apporter une richesse et une profondeur nouvelles à leur expérience de vie. Que vous soyez évitant ou que vous aimiez quelqu'un qui l'est, gardez toujours à l'esprit cette vérité essentielle. Derrière chaque silence émotionnel se cache un désir profond de connexion. C'est simplement que la route pour y arriver emprunte des chemins différents, parfois plus sinueux, mais tout aussi valables. La capacité à respecter ces différences, tout en travaillant vers une compréhension mutuelle, forme la base des relations les plus riches et les plus durables. La prochaine fois que vous rencontrerez ce silence caractéristique, peut-être le verrez-vous différemment, non pas comme un mur infranchissable qui vous sépare, mais comme un pont en construction, qui demande patience et compréhension pour être complété. Et c'est précisément cette nouvelle perspective qui pourrait transformer vos relations les plus importantes. Car au fond, évitants ou expressifs, nous cherchons tous la même chose,
être aimés pour qui nous sommes vraiment, avec nos forces et nos vulnérabilités, nos capacités et nos limites. Comprendre ces différents langages émotionnels, c'est ouvrir la voie à des connexions plus profondes et plus authentiques pour tous.